Au petit matin du 27 avril 1945, une colonne de camions allemands serpente vers la frontière suisse. À l'arrière de l'un d'eux, un homme est dissimulé sous un grand manteau de la Wehrmacht, un casque trop large sur la tête. Quelques heures plus tôt, il était encore le dictateur de l'Italie. Son destin ne tenait plus qu'à un fil. Lui qui avait tant rêvé de fastes et de cérémonies grandioses allait connaître une toute autre fin. Son règne ne s'achèverait pas dans un palais, mais sur la place d'un petit village, sous le regard de ces mêmes Italiens qui avaient subi son pouvoir pendant plus de 20 ans. La justice qu'il fuyait était sur le point de le rattraper. Ce qui se joue entre le matin du 27 avril et l'après-midi du 28 est l'une des chutes les plus spectaculaires de l'histoire moderne. Chaque décision, chaque rencontre de ces dernières heures va sceller à jamais l'image que le monde gardera du DUS. Et ce matin-là, sur une route de montagne, le temps commence à manquer. Au matin du 27 avril 1945, dans le silence brumeux du lac de Côme, un convoi allemand se faufile vers la frontière suisse. À son bord, dissimulé, se trouve Benito Mussolini. L'ancien maître de l'Italie n'est plus qu'un fugitif, et chaque kilomètre est peut-être le dernier. Les Alliés remontent du sud, Milan est tombé, et cette fuite représente son unique chance de survie. 3 semaines plus tôt, il maintenait encore l'illusion du pouvoir depuis son quartier général, mais sa république fantoche s'est effondrée. La ligne gothique a été percée, l'armée allemande bat en retraite et les partisans contrôlent désormais la région. Dans les camions, la tension est palpable. Des officiers SS côtoient les derniers ministres fascistes restés fidèles. Leurs épouses s'accrochent à des bijoux et des documents, seule fortune qu'il leur reste. Par les fenêtres, des enfants observent, troublés par la peur qu'ils lisent sur les visages des adultes. Mussolini, lui, a troqué son uniforme d'apparat contre un long manteau et un casque de l'armée allemande. Un déguisement pour tromper les barrages partisans qui se multiplient sur la route. Ce déguisement est plus qu'une simple ruse, c'est un symbole. L'homme qui a passé des décennies à sculpter son image de DUS, posant dans des uniformes conçus pour projeter la force, se cache maintenant sous l'insigne de ses alliés. L'ironie est brutale. Celui qui haranguait les foules depuis les balcons de la Piazza Venezia est maintenant recroquevillé à l'arrière d'un camion. Sa maîtresse, Clara Petacci, voyage dans un autre véhicule. Elle a refusé toutes les chances de s'enfuir seule, résolue à partager son sort. La route qu'ils empruntent longe la rive ouest du lac de Côme. Un paysage autrefois réservé aux villas de l'élite italienne, aujourd'hui transformé en couloir pour les vaincus. Ces villages anciens, témoins de siècles d'histoire, s'apprêtent à voir se jouer le dernier acte d'un régime à l'agonie. Mais le piège se resserre. Des rumeurs circulent. La frontière suisse serait fermée. Le pays neutre, submergé par l'afflux de fuyards, refoulerait désormais les réfugiés italiens. Pour ceux qui sont dans le convoi, la capture signifie une mort quasi certaine. Les partisans l'ont annoncé par radio et par tract. Il n'y aura ni pitié ni négociation pour les chefs fascistes. La justice sera immédiate et expéditive. Au sein même du groupe, la loyauté se fissure. Les officiers allemands ne pensent plus qu'à leur propre survie. Pour eux, Mussolini est devenu un fardeau. Certains murmurent déjà qu'il faudrait l'abandonner pour sauver leur peau. Le colonel allemand Hans Fallmayer, qui commande l'escorte, a déjà tout prévu. S'il doit choisir entre ses hommes et les Italiens, son choix est fait. L'alliance qui semblait indestructible quelques mois plus tôt s'est dissoute dans la méfiance et l'instinct de survie. Vers midi, le convoi ralentit. Un barrage se dresse près du village de Musso. Des partisans armés s'approchent des véhicules, le regard dur. Ce ne sont pas des soldats, mais des hommes et des femmes de la région. Ils connaissent chaque visage, chaque chemin. Le poste de contrôle a été monté quelques heures plus tôt, sur la base de renseignements précis. Les partisans ont reçu l'ordre de fouiller minutieusement chaque véhicule à la recherche de hauts dignitaires fascistes déguisés. La tension monte d'un cran. Le sort de Mussolini est sur le point de se jouer. Dans le froid des montagnes du nord de l'Italie, le destin se joue à un simple barrage routier. Ce qui va suivre déclenchera la séquence irréversible qui, en moins de 24 heures, mettra un point final à la vie de Mussolini. Le poste de contrôle près de Musso est tenu par des hommes de la 52e brigade Garibaldi.
C'est une unité de partisans communistes qui opère dans la région depuis des mois. Ce ne sont pas des soldats de métier, mais des Italiens ordinaires qui ont pris les armes contre les fascistes, des fermiers, des ouvriers, des étudiants, tous unis par la haine d'un régime qui a infligé tant de souffrances à leur pays. Le nom de leur brigade est un hommage à Giuseppe Garibaldi, le héros du XIXe siècle qui s'est battu pour l'unification de l'Italie. Ces partisans se voient comme les héritiers de sa tradition, libérant une nouvelle fois leur patrie. Beaucoup ont perdu des proches, victimes de la violence fasciste. D'autres ont connu les prisons ou la torture de la police secrète. Chacun porte en lui une rancune personnelle contre le régime qu'ils aident maintenant à détruire. Quand le convoi allemand approche, la première réaction des partisans est de le laisser passer. Les véhicules militaires allemands sont encore fréquents sur ces routes et leur priorité est de capturer les fascistes italiens en fuite, pas de retenir les soldats de la Wehrmacht. Mais quelque chose dans ce convoi éveille leurs soupçons. Ces combattants expérimentés ont appris à faire confiance à leur instinct. Urbano Lazzaro, l'un des chefs partisans, remarque que plusieurs des prétendus soldats allemands semblent étrangement nerveux. Leurs uniformes sont mal ajustés. Certains transpirent abondamment, malgré l'air frais de la montagne. Lazzaro a servi brièvement dans l'armée italienne avant de rejoindre la résistance. Son œil militaire perçoit des détails qui échappent aux autres. Quelques heures plus tôt, le commandement partisan a reçu un renseignement crucial. Des cibles de haute valeur tentent de s'échapper par cette route. Des communications radio ont signalé des convois allemands suspects dans toute la région. L'ordre est clair. Inspecter minutieusement tous les véhicules militaires, quelle que soit leur nationalité apparente. Lazzaro ordonne une fouille approfondie. Sa décision va sceller le sort du convoi. Ces hommes s'approchent de chaque camion, l'arme au poing. Ils exigent les papiers d'identité, posant des questions précises en italien et en allemand. Les vrais officiers allemands répondent avec une efficacité militaire, présentant des documents en règle. Mais, sous le regard insistant des partisans, les Italiens déguisés peinent à jouer leur rôle. La tension devient insoutenable. Alors que les partisans examinent les visages et les papiers, les erreurs se multiplient. Certains dignitaires fascistes ont oublié de retirer des insignes militaires italiens sous leur manteau allemand. D'autres parlent à peine allemand, leur accent les trahissant immédiatement. Les mains d'un homme tremblent si violemment en tendant ces papiers qu'il les laisse tomber. Au sol, des cartes d'identité italiennes se mêlent aux documents militaires allemands. La preuve la plus accablante vient lorsqu'un partisan reconnaît un responsable fasciste local. L'homme a participé à des représailles brutales contre les civils de la région. Il a tenté de cacher une cicatrice distinctive sous un bandage, prétextant une blessure de guerre. Mais ses yeux et sa voix sont impossibles à oublier pour celui qui a été témoin de ces crimes. C'est au milieu de cette inspection électrique qu'un partisan fixe un visage placardé sur les affiches de propagande dans toute l'Italie depuis plus de 20 ans. Malgré le casque trop grand et la posture voûtée, la mâchoire volontaire et le regard perçant sont là. Le partisan murmure à ses camarades. En quelques instants, une tension incroyable parcourt le barrage. Giuseppe Negri, un jeune partisan qui a grandi avec l'image de Mussolini dans chaque salle de classe, est le premier à prononcer le nom. Son murmure, « Il dus », provoque une onde de choc. Ces hommes, qui ont rêvé de ce moment pendant des années, se retrouvent soudain face à leur plus grand ennemi. Comprenant que sa mascarade est terminée, Mussolini tente une dernière manœuvre. Il redresse les épaules. Le long d'une route de montagne silencieuse, un convoi allemand ralentit. Devant, un barrage de partisans. L'air est lourd, chaque regard est une menace. Il redresse les épaules, cherchant à retrouver cette posture autoritaire qui, autrefois, semait le respect et la crainte à travers l'Italie. Il tente de projeter cette présence qui hypnotisait les foules depuis les balcons des palais et dominait les conférences internationales. Mais la magie a disparu. Le contexte a changé. Les mêmes gestes qui inspiraient la crainte semblent maintenant pathétiques, désespérés. À la place du tribun imposant, les partisans ne voient qu'un vieil homme effrayé, perdu dans un manteau mal ajusté. L'illusion s'est brisée, la capture est rapide, brutale. Les partisans encerclent le véhicule, les armes pointées sur les occupants devenus soudain les prisonniers les plus précieux du nord de l'Italie. Les ordres fusent, on sépare les officiers allemands des Italiens. La nature du convoi devient alors évidente. Ce n'est pas une retraite militaire, mais la tentative de fuite de certains des criminels de guerre les plus recherchés du pays.
Le colonel Fallmayer, l'officier allemand aux commandes, se désolidarise aussitôt. Il présente des documents prouvant le statut militaire de son unité et insiste. Le transport des Italiens n'était qu'un geste humanitaire. Dans les derniers jours de la guerre, les alliances n'existaient plus. La fouille du convoi se poursuit. Dans une autre voiture, une femme est identifiée, Clara Petacci. Sa présence confirme ce que les partisans soupçonnaient. Ils ne viennent pas de capturer n'importe quel dignitaire fasciste, mais bien l'ancien dictateur lui-même, avec son cercle rapproché. Le public italien connaît le visage de Petacci, mais la censure du régime a toujours masqué sa véritable relation avec Mussolini. Sa décision de suivre le dictateur dans sa fuite était une preuve de loyauté personnelle, une loyauté qui allait lui coûter la vie. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre à travers les réseaux partisans. En quelques heures, tous les chefs de la résistance du nord de l'Italie le savent, le DUS est entre leurs mains. Des opérateurs radio transmettent des messages codés qui crépillent dans les postes d'écoute. Des estafettes courent à travers les montagnes pour avertir les unités isolées qui se battent depuis des mois sans espoir d'une telle victoire. L'impact psychologique dépasse de loin l'importance militaire immédiate. Pour ces combattants qui ont risqué leur vie, subi des pertes terribles et des revers constants, la capture de Mussolini est la validation de leur lutte. L'homme qui semblait presque surhumain, capable de survivre à toutes les crises, est maintenant leur prisonnier. La preuve que même les dictateurs les plus puissants sont vulnérables. Mais cette victoire éclatante pose un problème immédiat et redoutable. Ils détiennent l'homme le plus recherché d'Italie, et ils doivent décider de son sort très vite. Alors que la nuit tombe sur le 27 avril, une petite ferme du village de Bonzanigo devient le centre du monde. À l'intérieur, un homme qui a régné sur l'Italie est désormais prisonnier. L'endroit est modeste, exigu, un contraste brutal avec les palais et les résidences grandioses de ses années de pouvoir. La Villa Torlonia à Rome, où il a vécu en tant que chef du gouvernement, semble appartenir à un autre monde. Ici, il n'y a que des murs de pierre brute et un mobilier rudimentaire. Les partisans ont choisi ce lieu avec soin, assez isolé pour échapper aux patrouilles allemandes, mais assez proche de leur commandement. La ferme appartient à une famille qui a souffert sous le fascisme, des alliés fiables pour garder leurs plus précieux captifs. Confiné dans une petite chambre avec Clara Petacci, il est sous la surveillance constante de partisans armés. Pour eux, il n'est pas un ancien chef d'État, mais un criminel de guerre responsable de souffrances indicibles. Les gardes se relaient, leurs armes chargées, leur attention sans faille. Durant cette longue nuit, le comportement de Mussolini oscille. Il passe de tentatives désespérées pour sauver sa dignité à des moments de terreur visible. L'homme qui a dominé la politique européenne pendant 2 décennies arpente nerveusement la pièce. Son destin repose entièrement entre les mains de fermiers et d'ouvriers qu'il a toujours méprisés. Il tente de parler à ses geôliers. Parfois, il fait appel à leur nationalisme, rappelant les gains territoriaux de l'Italie ou les grands travaux qui ont modernisé le pays. D'autres fois, il essaie de négocier sa vie. Il offre des informations sur les réserves d'or cachées du parti fasciste, promet de révéler où se trouvent d'autres dignitaires en fuite. Mais les partisans restent de marbre. Ils ont vu de trop près les horreurs de la guerre. Beaucoup ont perdu des proches, d'autres ont été témoins de représailles brutales contre les civils. Tous portent en eux le souvenir de la répression du régime. La présence de Clara Petacci ajoute une autre dimension à la tension. Elle a choisi de rester avec Mussolini alors qu'elle aurait pu fuir seule. Sa loyauté est à la fois un acte d'amour et une condamnation. Les partisans débattent de son sort. Elle n'est pas une dirigeante politique, mais son association avec le dictateur fait d'elle un symbole. Certains la voient comme une victime des événements. D'autres estiment que ces années de complicité en font une coupable. Tout au long de la nuit, elle tente de le réconforter tout en luttant contre sa propre peur. La femme qui a connu le luxe et les privilèges fait maintenant face à une réalité brutale. Son lien avec le pouvoir l'a transformée en cible. Pendant ce temps, des communications urgentes circulent entre les commandants partisans de la région. La capture de Mussolini est à la fois une opportunité immense et un problème d'une ampleur sans précédent. Ils ont réussi ce que beaucoup pensaient impossible. Mais maintenant, une question brûlante se pose. Que faire de lui ? Dans l'obscurité des montagnes du nord de l'Italie, ils avaient réussi l'impossible.
L'homme qui avait entraîné le pays dans son chapitre le plus sombre était entre leurs mains, vivant. Mais une question brûlante se posait désormais. Que faire de lui? La réponse aurait des conséquences bien au-delà de la situation militaire immédiate. Certains chefs partisans plaidaient pour un procès public. Ils voulaient que Mussolini réponde de ses crimes devant un tribunal afin que l'histoire puisse en garder une trace documentée. Une telle approche donnerait une légitimité à leur cause et montrerait que la résistance agissait selon des principes moraux et non par simple vengeance. Mais pour d'autres, la situation était trop volatile. Ils affirmaient que chaque heure de retard augmentait le risque. Soit ces derniers fidèles organiseraient une opération de sauvetage, soit les troupes alliées, qui approchaient rapidement, exigeraient sa garde pour un procès international. La réalité du terrain exigeait une action rapide, pas une longue procédure judiciaire. Le temps était leur ennemi. Ce débat révélait des tensions plus profondes au sein même de la résistance, des visions opposées sur la justice et l'avenir de l'Italie. Les partisans communistes privilégiaient une justice révolutionnaire et immédiate. Pour eux, l'exécution de Mussolini était une nécessité pour anéantir toute chance de son retour au pouvoir. En face, les combattants libéraux et modérés penchaient pour une procédure légale, un précédent fondateur pour l'Italie démocratique qu'ils espéraient reconstruire. Alors que la nuit s'épaississait, des nouvelles arrivaient du front. D'autres hauts dignitaires fascistes avaient été capturés le long de la route de fuite. Alessandro Pavolini, le fanatique qui avait aidé à organiser la République sociale italienne, était tombé près de Bergame. Achille Staras, l'ancien secrétaire du parti fasciste connu pour sa brutalité, était aux mains des partisans près de Côme. C'était tout l'état-major du régime qui s'effondrait. Le succès des partisans dépassait toutes leurs attentes, mais chaque nouvelle capture rendait la décision plus urgente. L'ancien dictateur semblait sentir que ses dernières heures étaient comptées. Selon les gardes qui le surveillaient, cette nuit-là, sa voix résonnait dans la pièce mal éclairée. Il parlait sans cesse de son héritage, parfois avec défi, affirmant que l'histoire lui donnerait raison. À d'autres moments, un regret presque palpable perçait dans ses mots, surtout lorsqu'il évoquait le coût humain de la guerre et la souffrance de son peuple. Il mentionnait souvent ses enfants, inquiets pour leur sécurité dans une Italie sans lui. Le souvenir de sa fille, Eda, et de son mari Galeazzo Ciano, qu'il avait fait exécuter pour trahison, semblait le hanter. Le poids de ses choix politiques paraissait l'écraser dans ses derniers instants. Il réfléchissait aussi à sa relation avec Hitler, exprimant sa frustration d'avoir été traité en partenaire secondaire. Il semblait comprendre que son alliance avec l'Allemagne nazie avait été une erreur fatale. Mais alors que l'aube du 28 avril se levait, ses réflexions n'avaient plus aucune importance. Au cours de la nuit, les chefs partisans avaient délibéré. Une décision avait été prise. Le débat était clos et le dernier acte de la vie de Mussolini allait commencer. L'aube du 28 avril se lève sur une décision sans retour. Dans la nuit, les chefs partisans ont scellé le sort de Mussolini. Il n'y aura pas de procès, pas de transfert aux Alliés. Le DUS ne doit pas devenir un symbole pour les derniers fascistes, ni un pion politique entre les mains des puissances étrangères. L'exécution doit être immédiate. L'homme chargé de cette mission est Walter Audizio, connu sous son nom de guerre, le colonel Valerio. Ce communiste endurci combat le fascisme depuis les premiers jours de la résistance. Il a vu ses camarades tomber sous la répression du régime. Pour lui, ce n'est pas seulement un ordre, c'est une affaire personnelle, la conclusion de 20 ans de lutte. Audizio arrive à la ferme de Bonzanigo avec une poignée d'hommes. La guerre fait encore rage et les Alliés progressent vite. Garder Mussolini en vie est un risque que personne n'est prêt à prendre. Quand il pénètre dans la pièce où sont retenus Mussolini et sa maîtresse, l'ancien dictateur comprend que tout est terminé. Le commandant partisan est direct, il lui annonce sa condamnation à mort au nom du Comité de libération nationale pour ses crimes contre le peuple italien. Saisi par la panique, Mussolini tente de négocier. Il offre de l'or, des informations sur la cachette d'autres dignitaires fascistes. Il supplie pour sa vie avec une humilité impensable quelques jours plus tôt. Mais Audizio reste de marbre. La justice révolutionnaire a rendu son verdict et il n'y aura pas d'appel. Le sort de Clara Petacci est également scellé. Bien qu'elle n'ait aucun rôle politique officiel, sa présence aux côtés de Mussolini la rend complice aux yeux des partisans. Ses suppliques se perdent dans le bruit des préparatifs. On les fait monter dans une voiture. Le trajet est court, mais il marque la fin de la fuite et le début du dénouement.
Sur les routes sinueuses qui bordent le lac de Côme, Mussolini reste silencieux, réalisant peut-être que son règne de 23 ans ne s'achèvera pas dans un palais, mais dans l'anonymat d'un village de montagne. La fin de son histoire ne sera pas celle qu'il avait imaginée. Vers 16h10, le véhicule s'arrête devant la Villa Belmonte, dans la petite commune de Giulino di Mezzegra. Le lieu a été choisi pour sa discrétion. Une simple grille en fer, une rue résidentielle tranquille où des coups de feu attireraient moins l'attention qu'une place publique, rien ne laisse présager que cet endroit ordinaire est sur le point d'entrer dans l'histoire. Audizio ordonne aux prisonniers de descendre et de se placer devant la grille. Mussolini tente de garder une posture digne, mais ses mains tremblent et la peur se lit dans ses yeux. Clara Petacci, elle, est en état de choc, incapable de comprendre que son destin est lié à celui de l'homme qu'elle a suivi. Le partisan coupe court à toute tentative de dialogue. Sa mission doit être exécutée, vite. L'exécution est rapide, presque mécanique. Audizio lève son arme et tire plusieurs fois à bout portant. Mussolini et Petacci s'effondrent instantanément. Il n'y a pas de dernier mot, pas de cérémonie. Juste le bruit sec des détonations, puis le silence. L'homme qui a dominé l'Italie pendant plus de 2 décennies est mort en quelques secondes. Le commandant vérifie leur mort, puis ordonne de charger les corps dans le véhicule. Destination, Milan. Le peuple italien doit voir la preuve que le régime est bien tombé, que le cauchemar est terminé. La voiture quitte Giulino di Mezzegra, ne laissant derrière elle que quelques taches de sang sur le sol, bientôt lavées par la pluie. La nouvelle de la mort du Duce commence à circuler dans les réseaux partisans. Mais ce qui attend les corps à Milan dépassera tout ce que les partisans avaient pu imaginer. Dans la lumière déclinante du 28 avril 1945, un convoi traverse les routes de montagne. À son bord, Walter Audizio et son équipe de partisans transportent des corps. Le trajet vers Milan est encore périlleux. Des unités allemandes dispersées et des loyalistes fascistes rôdent toujours dans l'ombre. L'ironie est palpable pour les partisans. Ils font passer en contrebande la dépouille de l'homme qui, autrefois, parcourait ces mêmes routes dans des cortèges blindés, acclamés par la foule. Pendant le voyage, Audizio réfléchit à une décision cruciale. Comment présenter la mort de Mussolini au peuple italien? Les dirigeants de la résistance savent qu'une simple annonce ne suffira pas. Après 23 ans de régime fasciste, beaucoup d'Italiens ont été conditionnés à voir Mussolini comme une figure quasi surhumaine, un homme au pouvoir inébranlable. Même avec l'effondrement du régime, certains croyaient encore qu'il s'échapperait pour combattre un autre jour. Ce mythe de l'invincibilité du Duce, forgé par des décennies de propagande, exigeait une preuve spectaculaire pour être enfin brisé. Alors que le véhicule approche de Milan, des nouvelles parviennent au commandement partisan. D'autres hauts dignitaires fascistes ont été capturés et exécutés dans tout le nord de l'Italie. En quelques heures, toute la structure dirigeante de la République sociale italienne s'effondre. C'est la phase finale d'une campagne de résistance qui a coûté la vie à des milliers de partisans. La décision est alors prise. Les corps seront exposés publiquement sur la Piazza Loreto, à Milan. Le choix du lieu n'a rien d'un hasard. Quelques mois plus tôt, cette même place avait été le théâtre d'un spectacle macabre orchestré par les forces fascistes. Les corps de 15 partisans exécutés y avaient été abandonnés, en guise d'avertissement. La Piazza Loreto allait maintenant assister à l'inversion de cette brutalité. Les corps des chefs du régime remplaceraient ceux de leurs victimes. D'un lieu d'intimidation, la place devenait un symbole de libération. À la tombée de la nuit, le convoi partisan entre dans la périphérie de Milan. La ville est encore techniquement sous occupation allemande, mais la Wehrmacht bat en retraite. Les unités de partisans contrôlent la plupart des quartiers. Les rues qui ont vu défiler les immenses rassemblements fascistes se préparent à accueillir la scène finale de l'histoire de Mussolini. Le décor est planté pour un spectacle qui dépassera tout ce que les partisans avaient pu imaginer. L'aube du 29 avril 1945 se lève sur une scène qui entra à la mémoire collective italienne. Les corps de Mussolini, de Clara Petacci et d'autres chefs fascistes ont été disposés sur la place. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ce qui suit est une explosion d'émotions contenues depuis plus de 20 ans. Des Italiens qui ont vécu sous la répression, perdu des proches et enduré la guerre,
ont enfin un symbole tangible de la fin de leur souffrance. La foule qui se rassemble sur la Piazza Loreto est un miroir de la société italienne qui a souffert sous le régime. La scène est chaotique, chargée d'une émotion brute. Les gens se bousculent pour voir de plus près l'homme qui a dominé leur vie. Certains crachent sur les cadavres, d'autres les frappent. Beaucoup fixent simplement, dans un silence stupéfait, la preuve que le fascisme en Italie est bien terminé. Cette exposition sert plusieurs objectifs au-delà de la simple vengeance. Pour les partisans, c'est la preuve irréfutable de leur victoire. Pour les Italiens ordinaires, c'est une libération psychologique. Ils voient de leurs propres yeux que l'homme qu'on leur avait appris à craindre n'est plus qu'un corps sans vie. Le comportement de la foule reflète les émotions complexes que Mussolini avait inspirées. Parmi eux, certains l'avaient acclamé avec ferveur dans les années 1920. D'autres l'avaient soutenu pendant les aventures impériales de l'Italie. Face aux conséquences de leur choix, beaucoup ressentent un mélange de honte, de soulagement et de satisfaction vengeresse. Les journalistes internationaux présents décrivent l'une des fins de dictature les plus spectaculaires de l'histoire moderne. Les images capturées ce jour-là feront le tour du monde, confirmant la chute d'un autre chef des puissances de l'Axe. Pour les forces alliées qui combattent encore sur d'autres fronts, ces photographies sont un puissant outil de propagande. Elles montrent que la victoire sur le fascisme est non seulement possible, mais inévitable. L'exposition se poursuit toute la matinée. La foule ne cesse de grossir, alimentée par les habitants des régions voisines venus assister à ce moment historique. La place devient un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui veulent voir la preuve de la chute de leur oppresseur. Mais ce déferlement ne pouvait durer indéfiniment. Au fil de la journée, les autorités italiennes et les commandants alliés s'inquiètent. La situation menace de devenir incontrôlable. En fin d'après-midi, le 29 avril, les autorités militaires alliées interviennent pour mettre fin à l'exposition publique. Les corps sont retirés et finalement enterrés dans des tombes anonymes. Le spectacle physique qui a captivé Milan est terminé. Mais l'impact de ces 24 heures se fera sentir pendant des décennies. La manière dont Mussolini est mort devient immédiatement un sujet de controverse. Certains y voient une justice sommaire, appropriée pour un dictateur. D'autres soutiennent qu'il aurait dû être capturé vivant pour être jugé. Dans le chaos des dernières heures de la guerre, la justice elle-même devient une arme. Pour certains, la mort de Mussolini fut une conclusion trop rapide, un acte de vengeance plutôt qu'un jugement. Ils auraient voulu le voir capturé vivant, traduit devant un tribunal italien ou international. Un procès aurait permis de documenter, pour l'histoire, l'étendue des crimes du fascisme. Mais la vitesse des événements reflète la nature même de cette fin de guerre. De sa capture le 27 avril à sa mort le 28, puis à l'exposition de son corps le 29, tout s'accélère. Dans le nord de l'Italie, les commandants partisans prennent des décisions dictées par l'urgence militaire et politique. L'heure n'est pas aux considérations juridiques à long terme. Pour la résistance italienne, son élimination représente l'aboutissement de leur lutte. Ces réseaux, qui opéraient dans l'ombre depuis des mois, viennent de prouver une chose. Même la dictature la plus enracinée peut être renversée par la détermination d'un peuple. L'impact psychologique de cet acte se propage bien au-delà des frontières, inspirant d'autres mouvements de résistance à travers l'Europe encore occupée. À l'étranger, la nouvelle est accueillie avec un soulagement quasi unanime parmi les Alliés. Winston Churchill exprime sa satisfaction de voir l'un des principaux ennemis de la Grande-Bretagne enfin disparaître. À Washington, les responsables américains y voient un signe de plus que la guerre en Europe approche de son dénouement. En Italie, la mort du dictateur marque le début d'un processus difficile de réconciliation et de reconstruction. Le pays fait face à une tâche immense, rebâtir ses infrastructures physiques dévastées par des années de conflits, mais aussi ses institutions politiques et sociales, corrompues par des décennies de régimes autoritaires. L'héritage de ces dernières 24 heures pèsera sur la société italienne pendant des générations. L'image du corps de Mussolini, suspendu sur la Piazza Loreto, devient un symbole puissant des conséquences de la dictature. C'est à la fois un avertissement pour les tyrans à venir et une inspiration pour ceux qui devront leur résister. Le lieu même de sa mort, à Giulino di Mezzegra, devient un site de pèlerinage d'un genre nouveau. Les visiteurs ne viennent pas y célébrer sa mémoire, mais pour réfléchir aux leçons de son ascension et de sa chute.
Les dernières heures de Benito Mussolini résument l'un des effondrements les plus spectaculaires de l'histoire politique. De sa tentative de fuite désespérée, déguisé en soldat allemand, à sa capture, son exécution et l'exposition publique de son corps à Milan, ces événements ne marquent pas seulement la fin d'un homme. Ils concluent toute une époque. Celui qui avait promis de restaurer la gloire de la Rome antique, qui avait plongé son pays dans des aventures militaires désastreuses et l'avait aligné sur l'Allemagne nazie, rencontre une fin dépouillée de toute grandeur. Ces derniers instants ne sont pas marqués par les grands gestes ou les envolées rhétoriques de sa carrière, mais par la peur, le désespoir et une impuissance totale face à des forces qu'il ne pouvait plus contrôler.